Ouais, bonjour à tous. On va pouvoir commencer cette première conférence de la journée sur la course à pied. On a voulu commencer la journée par, entre guillemets, s'adresser aux débutants. Alors aux débutants au sens large, puisqu'on parle de débuter la course à pied et des bonnes pratiques dans le début de la course à pied. Alors ça s'adresse forcément à ceux qui débutent, puis ça s'adresse aussi à tous ceux qui courent depuis peut-être un peu plus longtemps, mais qui n'ont jamais vraiment, ou qui ne se sont pas posé de questions, qui n'ont pas été encadrés, qui n'ont pas été accompagnés. Et donc, c'est pour remettre un petit peu des grandes orientations dans l'organisation de la course à pied, de l'entraînement, pour éviter de se blesser principalement. D'accord ? Donc, tout d'abord, la course à pied, c'est courir. Je pense que tout le monde est assez d'accord là-dessus. C'est vraiment une activité qui est facile d'accès aujourd'hui. Et donc, si on fait court, faire de la course à pied, c'est d'abord courir. Et puis, la question s'est posée pas mal, parce qu'il y a déjà eu des conférences sur cette thématique-là. Est-ce qu'il faut apprendre à courir ? Parce que finalement, courir, c'est assez instinctif. Alors, même si à Genève, on est moins embêté par les lions que dans d'autres endroits, malgré tout, c'est assez facile pour tout le monde de se mettre à courir parce que c'est relativement instinctif. Alors, est-ce que parce que la course à pied, c'est courir et que courir, c'est instinctif, donc la course à pied, elle paraît être relativement instinctive ? Eh ben, nous, on n'est pas trop d'accord avec ça. Voilà. Ça, c'est ce qui s'appelle un biais cognitif. Dans les biais cognitifs, il y en a plein, et dans les biais cognitifs, il y a le biais de croyance. Effectivement, quand on prend ces deux premières parties de la phrase, faire de la course à pied, c'est courir. Courir, c'est instinctif, donc forcément, la course à pied est instinctive. Eh ben, nous, on pense que ce n'est pas tout à fait vrai parce que ce n'est pas courir qui nous intéresse ou qui vous intéresse, c'est faire de la course à pied, c'est-à-dire de l'entraînement, c'est-à-dire répéter cette charge de travail qui est la course à pied, qui a énormément de vertus, mais qui n'a rien à voir avec le fait d'échapper à un danger en se mettant à courir. Donc, ça s'apprend, et donc c'est intéressant d'être accompagné, encadré, et puis de connaître un petit peu certains aspects de la course à pied. Alors ça se fait très bien dans les clubs d'athlètes. Donc là, on peut parler éventuellement de la Fédération suisse d'athlétisme. Et puis, vous avez au sein de la fédération des clubs qui sont affiliés, dans lesquels on peut apprendre. Et puis, il y a d'autres organismes. Nous, ici, à la Tour, on essaie de développer ça avec un de nos préparateurs physiques qui est aussi entraîneur d'athlétisme, Guillaume Lachaucoutet, qui propose aussi, lui, d'accompagner les gens dans cette connaissance ou cette découverte de la culture athlétique, qui va être important pour faire la différence entre l'instinct et l'entraînement. Et puis, il y a plein d'autres grands penseurs, d'autres grands entraîneurs qui ont dit, qui ont donné aussi des guidelines comme ça pour pouvoir accompagner ou aborder la course à pied en toute sécurité, ou en tout cas avec le maximum de sécurité, et puis avec une organisation de l'entraînement et de la technique qui est relativement encadrée. Là, je vais vous parler de Tim Noakes, qui est un Sud-Africain, qui est un professeur, entraîneur d'athlètes, qui a beaucoup travaillé dans le milieu de la course à pied, et puis de la nutrition. Il a fait pas mal de choses. Et puis, quand on lit son livre qui fait référence, il y a plusieurs règles qu'on peut assez facilement appliquer dès le départ quand on commence à courir ou quand on veut s'organiser un petit peu mieux dans la course à pied. La première, c'est s'entraîner régulièrement toute l'année. C'est important d'être régulier dans l'entraînement. Parce que si on n'est pas régulier, le corps, il n'a pas le temps de s'adapter correctement. Et puis, on verra un peu après, au niveau de la structure, ça peut poser quelques problèmes. Donc d'abord, ça, la première règle, s'entraîner régulièrement. La deuxième règle, c'est commencer progressivement et s'entraîner doucement. Quand on commence à courir, il faut être conscient de ses limites, conscient des limites de son organisme et lui laisser le temps de s'adapter à cette nouvelle activité qu'on fait puisqu'on est débutant. Donc, la progressivité, c'est important. Il ne faut pas chercher à aller trop vite, trop rapidement. S'entraîner d'abord en distance et puis plus tard en vitesse. Ça, c'est important aussi parce que en fonction du vécu des différents coureurs qui se mettent à courir, on ne vient pas tous du même environnement sportif. Il y a des gens qui ont déjà appris à courir vite, mais quand on veut faire de la course régulière et qu'on débute, encore une fois, c'est important de prendre le temps, de commencer d'abord en distance, d'être capable de fournir un effort relativement long pour pouvoir après mettre un petit peu plus de qualité. Donc un peu de quantité, puis après fera place à la qualité. On y viendra aussi un petit peu plus tard dans la présentation. Ne pas graver son programme d'entraînement dans le marbre. Voilà. Il faut toujours s'adapter en fonction de ce que vous êtes au jour J de votre entraînement. Des fois, on est fatigué, des fois, on n'est pas fatigué, des fois, on a eu l'occasion de sortir la veille, puis des fois pas. Donc, les entraînements ne se passent pas toujours pareil. Et donc, il faut savoir aussi adapter un petit peu tout ce qu'on a prévu de faire. Et ça, ce n'est pas toujours simple. Se reposer avant une course importante. Voilà. La notion de repos, de récupération, elle est primordiale pour pouvoir accepter la charge de travail que représente une activité comme la course à pied. Et puis,
Dans un premier temps, ce que dit Timnos quand il dit atteindre ses objectifs avec un minimum d'entraînement, ça veut dire surtout qu'il faut être conscient de ses objectifs, fixer ses objectifs par rapport à ses capacités et pas vouloir en faire trop vite et trop tout de suite. C'est peut-être un défaut qu'on a un peu plus dans le trail que dans la course à pied sur route, parce qu'on est très vite sur des distances longues, parce que le trail a démocratisé un petit peu la course avec des distances longues, et ça, il faut faire attention quand on débute, de ne pas vouloir aller trop vite, trop loin dans la performance. Si c'est possible de se faire accompagner, c'est mieux, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment on se fait guider quand on ne connaît pas une technique. C'est vrai qu'il y a d'autres sports où c'est plus difficile d'apprendre tout seul. La natation, quand on ne sait pas nager, c'est bien quand même de prendre un coach. Mais la course à pied aussi, c'est intéressant quand on peut, de se faire accompagner. Entraîner son mental, parce qu'à un moment donné, c'est aussi une activité nouvelle pour certains, donc ça s'apprend. Il y a des déceptions au début, puis il y a des moments d'euphorie qui arrivent assez rapidement, donc il faut arriver à gérer tout ça. Et puis alterner. Alors là, alterner les entraînements durée facile, mais l'alternance, c'est une notion qui est importante, notamment dans la prévention des blessures. Il ne faut jamais faire tout le temps la même chose. Il faut pouvoir varier les plaisirs, mais varier aussi les sollicitations. Donc, ça aussi, c'est une règle de base. Voilà, vous avez 9 règles de base qui sont tirées du livre de Tim Hawkes, qui permettent déjà de fixer un peu un cadre à ce qu'on peut faire et comment s'orienter un peu dans le début de la course à pied. Alors, pour éviter les blessures en course à pied, d'abord, il faut trouver l'équilibre. Alors, c'est vrai dans plein de domaines de la vie courante, donc la course à pied aussi, elle n'y échappe pas. Il faut trouver un équilibre. Et ça aussi, c'est difficile. Quand on commence la course à pied, notamment quand on commence la course à pied, qu'on est adulte, qu'on a une vie qui est déjà organisée, c'est pas simple de trouver toujours le temps de le faire et de s'organiser pour le faire entre la famille, le côté social, les amis, voilà, le travail, qui nous prend aussi souvent du temps. Et puis, cette volonté de courir où on va se fixer des objectifs, puis forcément, en fonction des objectifs, on a aussi un volume de course nécessaire. Et puis, il faut trouver un équilibre entre ces 3 zones parce que la course à pied peut prendre le dessus sur les deux autres domaines. Et quand on a une perte d'équilibre à long terme, c'est rarement bon et c'est rarement facile d'aller loin. Ça crée des problèmes, ça crée de la difficulté, ça rajoute de la charge à la charge. Et donc, on peut en tout cas s'orienter vers plus de difficultés à supporter la charge d'entraînement et donc aller vers la blessure. Donc, c'est toujours un aller-retour entre l'entraînement et notre environnement. En permanence, on va devoir naviguer entre ces deux zones de manière à garder un maximum d'équilibre. Alors, vous verrez pour ceux qui sont présents ici, je vous le présente là parce qu'il est disponible là-bas et puis c'est quelque chose qui nous tient à cœur avec François qui sera le prochain intervenant, qui est mon chef de service ici à la Tour. On nous a commandé un livre pour la course à pied, pour les coureurs, pour accompagner justement, c'est un peu l'essence de ce qu'on va vous dire ce matin, justement pour avoir les bonnes pratiques. Et ce livre, on l'a écrit parce que c'est Grégoire Millet de l'UNIL qui nous l'a demandé, avec qui on a travaillé. Et on l'a écrit aussi comme un prolongement de ce qu'on fait nous en séance de physio quand on accompagne les coureurs pour avoir un outil à disposition de nos patients qui puissent éventuellement avoir une prolongation de ce qu'on s'est dit en séance. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en parle là. Ça fait partie de cette gestion de l'environnement, de la connaissance autour de la course à pied. Et puis dans ce cadre qu'on développe, nous, ici à la Tour, dans l'accompagnement médico-sportif de nos patients coureurs. On va aller un petit peu plus loin sur le détail de la blessure. Quand on débute la course à pied, on ne sait pas trop comment on se blesse en course à pied. On sait qu'on se blesse souvent parce que c'est toujours difficile au départ. Mais voilà comment ça peut s'organiser. Donc ça, c'est les blessures en course à pied. À quoi c'est dû une blessure en course à pied? Globalement, une blessure en course à pied, c'est dû au dépassement de la capacité de la charge de la structure. C'est-à-dire que votre structure, elle a une capacité à supporter une charge d'entraînement. Souvent, on se blesse parce qu'on dépasse cette charge-là. Votre structure, votre organisme, il n'est pas capable de supporter cette charge d'entraînement que vous êtes en train de lui imposer, donc il y a une blessure. Alors, de quoi ça vient, ce dépassement de la capacité de charge de la structure? Ça peut venir en partie de la réduction de la capacité de charge de votre structure. Si vous êtes malade, vous avez eu la grippe, vous avez eu malheureusement le Covid qui nous court après depuis 2-3 ans maintenant, vous allez être malade, donc à charge équivalente de ce que vous faisiez avant, si votre organisme est moins capable, la charge devient ou potentiellement peut devenir une surcharge, pas parce que vous êtes entraîné plus, mais parce que votre organisme il est moins capable. Donc, c'est à prendre en compte quand vous avez de la fatigue qui peut être liée à une activité, à une période de votre vie des fois un peu compliquée ou pas, ou parce que vous êtes parti en vacances, vous n'êtes pas entraîné, ou parce que vous êtes malade. Si votre organisme
diminue dans sa capacité de supporter la charge, alors la charge devient supérieure à ce qu'elle devrait être, et c'est pourvoyeur de blessures. Okay. Et toujours dans cette notion de réduction de la capacité de charge de votre organisme, il y a la capacité de charge. C'est-à-dire comment moi je peux faire en tant que sportif, coureur, débutant, pour augmenter ma capacité à supporter de la charge. Donc ça, on le verra ce matin. C'est-à-dire que oui, bien sûr, votre charge peut être diminuée, votre capacité elle peut être diminuée liée à votre environnement, si vous êtes malade par exemple, mais il faut bien à un moment donné aussi être capable d'augmenter cette charge-là pour pouvoir subir mieux l'entraînement ou plus d'entraînement. Donc ça, c'est la première partie qui peut nous éviter la blessure et puis qui peut expliquer ce modèle étiologique de la blessure. Et puis, il y a un autre versant, il y a le versant plus mécanique, c'est-à-dire l'augmentation de la charge cumulée qu'on implique à la structure. Si on tape plus fort, plus longtemps et de façon plus fréquente, bah, votre structure, au bout d'un moment, on peut dépasser ses capacités. Donc, bah, ça, c'est le deuxième volant, plus mécanique. Et puis ça peut être dû à plein de choses. Ça peut être dû alors, au nombre de foulées durant la session, c'est-à-dire à la distance de course, à la vitesse de course, au nombre d'entraînements que vous allez faire. Ça peut être dû aussi à la charge spécifique de la structure par foulée. Je cours en côte, je cours en descente. Tout ça, c'est des charges cumulées sur votre structure à vous. Et puis, il y a encore d'autres choses, l'amplitude de la charge appliquée à la structure, en fonction de vitesse éventuellement. Et puis, une dernière chose qu'on peut rajouter aussi, c'est la répartition de la charge. On en parlera très rapidement dans ce qu'on fait nous ici quand on accompagne les coureurs blessés. C'est la gestion de la charge et de la répartition de la charge. C'est-à-dire que si votre charge est toujours répartie ou toujours imposée à la même structure et que cette structure commence à souffrir, ben plus vous allez lui imposer de la charge, plus elle va souffrir. Donc, il faut avoir cette capacité à répartir correctement la charge que vous imposez à votre organisme sur les différentes structures qui sont là pour la supporter. D'accord ? Voilà. J'espère que c'est assez clair sur ce schéma de comment on arrive à la blessure et puis quand on remonte, comment on peut éviter la blessure. Donc, il y a un petit schéma qu'on aime bien avec François, et c'est François qui l'a établi. Cette dualité ou cette relation entre ces deux grands types de contraintes quand on court, qu'on est en course à pied, qu'il faut bien avoir à l'esprit quand on commence. Il y a les contraintes globales physiologiques. Donc, c'est l'entraînement, c'est la planification d'entraînement, c'est le nombre d'entraînements, le nombre d'heures que je passe à courir, etc. Ça, c'est votre entraînement. Et puis, il y a la contrainte mécanique, locale, qui peut être due à la technique de course, qui peut être due éventuellement à la chaussure, qui peut être due à la vitesse, à votre technique de course, à plein de choses. Mais ça, c'est vraiment du mécanique. Et on va toujours naviguer entre les deux. C'est important de comprendre ça quand on débute la course à pied, parce que c'est ni tout l'un ni tout l'autre. C'est-à-dire que si on est dans un version plutôt entraîneur, ils ont plutôt quand même une orientation dans leur conception, plutôt sur la partie de gauche du tableau, c'est-à-dire le côté entraînement, volume d'entraînement. Et donc, oui, ça, c'est une des grosses causes de blessures. Et puis nous, quand on est du côté coureur, encore plus quand on est physio, on est beaucoup plus de l'autre côté mécanique et on a toujours l'impression que les blessures, elles sont dues à un problème mécanique. Et puis, on regarde des fois un peu moins l'entraînement. C'est toujours une dualité entre les deux. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Donc, c'est important d'avoir cette image-là et de se dire, voilà, si je suis blessé, est-ce que c'est parce que j'ai trop couru ou est-ce qu'éventuellement, ça peut venir de quelque chose de mécanique? Est-ce que c'est réellement parce que je cours mal ou c'est parce que juste j'ai fait une erreur d'entraînement et puis que j'ai mal géré ma récupération? Voilà. Donc, il faut toujours faire la navette entre les deux. C'est jamais tout l'un ou jamais tout l'autre. Dans la course à pied, il y a 3 paramètres de mise en charge, de contrainte sur votre organisme. D'accord? Donc, ça fait suite à la partie qu'on vient de voir. Il y a la vitesse de course, qui est une des thématiques de contrainte, qui est en tout cas une des contraintes potentielles. Il y a la distance ou le temps de course. Plus je cours longtemps, plus je mets de contraintes. Grosso modo, plus je vais vite, plus je mets de contraintes. Plus je cours longtemps, plus je mets de contraintes. Et puis, il y a le poids. Plus je suis lourd, plus je mets de contraintes. Plus je suis léger, moins je mets de contraintes. Alors, on va détailler un tout petit peu ça. La vitesse, c'est une notion vachement importante. Tim Noakes, il le dit au départ, quand on débute la course à pied, c'est important de s'entraîner d'abord en distance, puis éventuellement après mettre de la vitesse, parce qu'il faut savoir que la vitesse est d'un des paramètres clés de la mise en contrainte de votre organisme. Globalement, on peut courir doucement ou on peut courir très vite. Physiologiquement, les deux ont un intérêt. Donc, quand on s'entraîne et quand on évolue dans notre carrière de sportif et qu'on n'est plus débutant et qu'on est un coureur un peu plus aguerri, on va jouer avec ces deux paramètres-là. Il faut mettre de la vitesse quand on court et quand on veut être meilleur et plus fort, ça c'est sûr. Et il faut même mettre de la vitesse plus tard quand on veut être plus solide. Pas que plus fort en compétences, mais que plus solide aussi au niveau de notre structure. Mais quand on revient sur les débutants ou ceux qui reprennent après une blessure ou ceux qui ont un long temps de pause pour X raisons,
quand on revient à la course à pied, quand on débute la course à pied, on va privilégier d'abord la distance plutôt que la vitesse. Parce que, encore une fois, la vitesse, c'est aussi un danger parce que ça met beaucoup d'impact dans la structure et beaucoup de sollicitations dans la structure. Mais ce qui est important aussi quand on débute, c'est de bien comprendre que courir lentement, ce n'est pas forcément protecteur. Plus on court doucement, plus on a de temps sous contrainte, plus vous avez de temps à passer en contrainte au sol. Donc courir très doucement en se disant, au lieu de courir à 9 km/h, je vais courir à 6, comme ça je prends moins de risques, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors courir à 20, quand on a la possibilité, c'est pas vrai non plus. Mais globalement, il faut arriver à trouver votre vitesse de confort qui est adéquate avec ce que vous êtes capable de faire au niveau cardio et au niveau de votre structure. Et courir trop doucement en se disant comme ça, moi je ne prends pas de risque de me blesser, vous vous trompez, vous vous blesserez quand même. Ce n'est pas du tout les deux mêmes types de blessures. Hein. Ce n'est pas même pas les mêmes structures qui seront blessées. Certaines seront plutôt osseuses, d'autres plutôt tendineuses ou musculaires. Mais les deux ne sont pas forcément très bons. En tout cas au début. D'accord ? Donc, pas trop de vitesse au début pour ne pas prendre trop de risques, mais ce n'est pas la peine de courir trop doucement non plus pour ne pas prendre trop de risques non plus. D'accord ? Trouvez votre vitesse qui vous convient à vous. Avec ce que vous êtes, hein, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas courir trop doucement, mais il faut que le cardio y suive aussi à une certaine vitesse. Donc, la limite, c'est aussi le cardio. Hein, donc, tout ça, ça va de pair. Donc, ça, c'est la vitesse. La distance, la distance, c'est le paramètre le plus simple à manipuler. Il suffit de courir moins longtemps pour mettre moins de contraintes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait assez facilement au début. Puis, encore une fois, souvent, on peut subir aussi un peu la limite cardio, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y a des gens qui viennent de sport, la natation, par exemple, où ils ont des gros cœurs, des gros cardio, des grosses capacités, ou le vélo, ou d'autres sports. Et donc, quand ils commencent à courir, ça va tout de suite bien au niveau cardio. Et puis, c'est la structure qui ne suit pas forcément. Donc, il faut bien penser que le paramètre de temps de course ou de distance, c'est le paramètre le plus facile à manipuler. Donc, c'est pour ça qu'on privilégie des fois le fractionné. 30, 30, 15, 15, 2, 1. Alors, tout le monde, ça ne parle pas à tout le monde, mais quand on parle de fractionné, le premier chiffre, c'est le temps de course. Donc, je cours 30 secondes. Le deuxième chiffre, c'est le temps de repos. Je m'arrête et je marche 30 secondes. Puis, je fais ça 10 fois. Je fais ça 20 fois. L'avantage de ça, c'est qu'on maîtrise ce paramètre de temps. Donc, on peut gérer comme ça la quantité de temps à passer sous contrainte quand on court en fractionnant notre course à pied, en faisant des temps de course puis des temps de repos. Mais ça, c'est valable aussi à haut niveau. Hein. À tout niveau de course à pied, même quand on est très fort, on fait du fractionné. Ce qu'on fait varier après, c'est la vitesse. Puisqu'on maîtrise la notion de temps ou de distance parcourue, on peut jouer avec les autres paramètres et notamment la vitesse. Et la règle des 10%, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, la règle des 10%, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans le milieu sportif et de la course à pied, c'est quelque chose que les entraîneurs utilisent beaucoup. C'est la notion de se dire, pour ne pas se blesser ou pour diminuer la possibilité de se blesser, il ne faut pas que j'augmente de plus de 10% par semaine mon temps de course. Voilà. Alors ça a été vérifié par la science. Effectivement, on s'aperçoit sur le schéma que ça en bas, c'est le pourcentage d'augmentation par semaine. On s'aperçoit que dès qu'on passe les 10% d'augmentation par semaine, on tombe dans une zone plus à risque où il y a plus de blessures. Alors ça, ce n'est pas vrai pour tout le monde. Ça, c'est une précision aussi à donner. Pour les élites, ils ont tellement un volume d'entraînement, ils sont déjà tellement hauts dans leurs exigences que 10%, ça devient énorme. C'est-à-dire quand vous êtes au taquet de vos possibilités, 10%, c'est beaucoup. Et puis, chez les débutants, les tout débutants qui vont commencer avec un rythme relativement lent, il faut faire attention parce que 10%, c'est des fois pas assez. C'est-à-dire que si vous courez 5 minutes, pour courir une demi-heure, si vous augmentez de 10% par semaine, il faut 5 mois. Donc, ça peut aussi décourager les gens de n'augmenter que de 10% par semaine. Donc, chez les gens qui courent très peu, ce n'est pas valable non plus parce que ce n'est pas assez. Donc, c'est surtout valable pour la grosse tranche du milieu, on va dire les 70% du milieu. Et puis, le dernier, c'est le poids. Alors, ça, c'est difficile à gérer. On peut rajouter du poids, ce qu'on fait rarement. On peut en enlever, éventuellement en faisant de l'aquajogging. Ça peut être aussi une pratique possible pour pouvoir travailler son cardio en mettant moins de charge. Et puis, nous, on a la chance, nous, à la Tour, d'avoir, et puis dans d'autres centres, d'avoir ce genre d'appareils qui sont des haltères-G, où on court en apesanteur, on est dans un ballon, on gonfle le ballon, ça vous soulève, et on choisit le pourcentage de charge qu'on vous laisse. On vous fait courir, par exemple, à 70% de poids de corps. L'avantage de ça, c'est que sur les 3 paramètres, celui-là, on peut le gérer. Ce qui fait qu'on peut augmenter les autres quasiment à volonté, sans augmenter la charge globale, puisqu'on a géré votre poids. Donc ça, c'est vraiment des outils qu'on utilise beaucoup et qu'on essaye de démocratiser chez nous. La gestion de la charge, maintenant, on est plutôt dans l'entraînement. Donc, encore une fois, vous êtes débutant, on commence à s'entraîner. Ça, c'est le genre de schéma qu'on n'aime pas trop. Je cours, je m'arrête, je me cours, je m'arrête, je me cours, je m'arrête, parce qu'au bout d'un moment, je me blesse. On est plutôt sur ce genre de schéma-là. C'est-à-dire, j'augmente progressivement ma mise en charge et j'augmente progressivement mon temps de course et ma sollicitation.
Je reviens juste une fois dans ce schéma. On a l'impression que ça monte très progressivement et de façon continue. Alors, quand on est coureur débutant, c'est plutôt comme ça qu'on va réagir et on va alors parler de monotonie. La monotonie, c'est le fait de s'entraîner tout le temps pareil. Donc ça, c'est valable chez les débutants uniquement. Et c'est l'idée d'avoir toujours le même parcours et toujours le même chemin au début, quand on est débutant. J'insiste là-dessus, vous verrez pourquoi après. C'est important au début d'avoir des repères et de pouvoir se valoriser aussi par rapport à ce qu'on fait. Parce que si on part dans tous les sens, c'est difficile de mesurer ce qu'on fait quand on découvre une activité. Donc, c'est mieux se concentrer sur l'essentiel parce que si déjà vous n'avez pas à penser à la route, ben vous pouvez au moins penser à vos sensations. C'est déjà pas mal. Donc, la progression, elle est plus facile parce que si je fais toujours le même trajet, ben, je sais aussi si je le fais plus vite ou si je fais toujours à peu près le même, je vais toujours dans la même direction, je vais voir sur mon temps de course que je vais un peu plus loin. Donc, c'est plus facile de se rendre compte de la progression quand on est débutant et qu'on n'a pas de repères. C'est conserver le même parcours jusqu'à ce que celui-là devienne facile et donc on voit qu'on progresse. Donc, on peut changer de parcours ou aller plus loin ou aller plus vite. Et puis, on peut comparer nos sorties. Donc, la monotonie au départ, c'est plutôt un allié du coureur débutant. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que la monotonie peut être un ami. Et au début, quand on s'entraîne, on a parlé de la structure, on a parlé de l'entraînement, on vient de parler de la monotonie. Ce qui est important, c'est de s'entraîner à s'entraîner. Au début, quand on découvre l'activité de course à pied, on n'est pas coureur. On est débutant en course à pied. Et donc, on va s'entraîner pour avoir cette capacité physique, physiologique, de pouvoir s'entraîner en course à pied. Je découvre mon activité, je me donne une base, ça c'est le boulot du débutant, puis quand ma base est faite, je ne deviens plus débutant. Après, je suis un coureur récréationnel ou je suis un coureur pratiquant, et à ce moment-là, je vais pouvoir construire mes entraînements. Mais construire des entraînements sur quelqu'un qui n'a pas de base, ben on se trompe, il faut d'abord se faire une petite base structurelle et physiologique. Donc, c'est en courant qu'on devient coureur. Donc, il faut d'abord s'entraîner pour pouvoir courir et pour pouvoir améliorer ses capacités d'entraînement. Donc, on va augmenter d'abord sa capacité d'endurance. Et puis, ce qui est important, c'est de renforcer sa structure. Et là, c'est une notion, je ne sais pas si vous connaissez, mais avant, on connaissait tout ça quand on faisait de l'athlé, parce qu'il y a quelques années, les athlètes qui faisaient partie de clubs d'athlé, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ce qui est très bien, ça a démocratisé la course à pied, donc ça, c'est très, très bien. Malheureusement, on ne fait plus de PPG, c'est-à-dire de préparation physique généralisée. Alors, qu'est-ce que c'est la PPG? Je vous donne quelques exemples. C'est tous ces exercices qu'on va être amené à faire sur le terrain d'athlé, en dehors des séances ou pendant des séances de course à pied, qui vont renforcer votre structure de manière à ce qu'elle soit plus capable de supporter la charge de course à pied et donc de moins vous blesser. Donc, il y a plein d'exemples, c'est les montées d'escalier, c'est les petits exercices de bassin, c'est des exercices de mollets, c'est des exercices de hanches. Toutes ces structures-là qui vont faire que quand vous courez, vous serez capable de supporter la charge, sont à travailler. Le fameux gainage, qu'on prend tous plaisir à faire, est important. On travaille les fessiers, un muscle clé, les ischio-jambiers qu'on prépare parce que quand on va faire de la vitesse, ça va être des muscles qui vont être importants. Donc ça, c'est des petits exercices ischio-jambiers. J'ai parlé des mollets, mais c'est sûrement une des zones les plus importantes en course à pied, c'est la force et la capacité de vos mollets à répondre à l'activité. Et puis, on peut les faire jusque de la muscu parce que le coureur à pied a besoin de courir dans de bonnes conditions et donc a besoin aussi de développer sa structure. Et quand on est débutant, c'est important ça. C'est important cette notion-là qu'on n'a pas forcément. Oui, c'est facile de mettre les chaussures et d'aller courir, et c'est le principal. C'est comme ça qu'on se fait plaisir. Mais si on ne veut pas se blesser, c'est bien d'accompagner de ce genre d'activité. Et puis, il y a une autre activité qui est intéressante aussi, c'est les gammes d'athlètes. Ce qu'on va appeler le développement de la culture athlétique. Alors, nous, ici, je vous l'ai cité tout à l'heure, c'est Guillaume Lachaud, je vous montre en photo, qui est athlète d'abord, qui est entraîneur ensuite, puis qui travaille chez nous en tant que préparateur physique et qui accompagne les gens en dehors des soins. En soins, c'est nous qui le faisons, c'est le pôle course à pied. On a un pôle de 10 physios qui sont spécialistes de la course à pied, qui accompagnent les patients blessés en course à pied pour les ramener à la course à pied, puis pour traiter leurs blessures. Guillaume s'occupe plutôt des gens sains qui viennent ici pour développer leur culture athlétique. Entre autres, il ne fait pas que ça, mais il fait ça. Parce que ce n'est pas facile de trouver non plus des endroits pour faire ça. Sinon, il faut s'inscrire en club. Mais en dehors des structures de club, il y a peu d'endroits qui proposent de développer cette culture athlétique. C'est pour ça qu'on propose ça ici à travers Guillaume. Dans cette culture athlétique, il y a aussi ces notions de gamme d'athlètes. C'est des exercices, comme un musicien qui fait ses gammes, ben, un coureur devrait faire ses gammes aussi. Tous ceux qui sortent de l'athlète, ils savent faire, parce que c'est des choses qu'on fait en entraînement d'athlétisme en club, en structure de club. Et puis, ben, c'est des choses qu'on va apprendre à faire ici, mais dans d'autres endroits aussi très bien, de manière à vous donner un maximum de qualité pour pouvoir accompagner votre course à pied et préparer votre organisme à subir cette charge de course à pied, cette charge de travail.
Donc là, c'est quelques exemples de vidéos qu'on a tournées pour vous montrer un petit peu quels sont le genre de type de gamme ou d'exercice qu'on va faire pour développer vos qualités de coureur. Bien évidemment, on ne court pas avec une fréquence comme ça et en montant les genoux comme ça, c'est évident, mais c'est parce qu'on va travailler ces exercices-là que quand vous courez, vous aurez plus de qualité. Donc, on a plein d'exercices avec des cônes, sans cônes, avec des petites haies, avec du poids de corps, avec des fois même de la charge. Et c'est toute cette culture athlétique qui est important de développer et de découvrir quand on est un jeune coureur dans le temps, hein, débutant. Exercice très simple qu'on fait énormément en athlète dans les stades, c'est les montées d'escalier. C'est tout simple, mais ça marche bien pour préparer votre structure à ce qui suit derrière. Voilà. Je viens de vous expliquer que la monotonie était votre ami. Alors profitez-en au tout début parce que ce n'est pas vrai après. Donc après, il faudra vous séparer de cet ami-là. Parce que la monotonie, parfois malheureusement, on découvre ça dans d'autres thématiques, mais ce n'est pas toujours bien, ce n'est pas toujours bon à la santé de tout le monde, et notamment chez le coureur. Parce que le problème de la monotonie, et ça a été très bien mis en évidence par la science, le problème de la monotonie, c'est que c'est un facteur de risque de blessure. À l'inverse de ce que je vous ai dit, mais parce qu'on n'est plus dans un temps de débutant, si vous courez tout le temps de la même façon, tout le temps avec le même trajet, tout le temps à la même heure, éventuellement tout le temps avec les mêmes collègues, ben vous ne stimulez plus votre corps. Parce que vous aurez l'habitude de faire tout le temps la même chose. Et cette monotonie-là, cette installation dans quelque chose de trop régulier, va plus créer d'adaptation dans votre structure, va plus créer d'adaptation dans votre organisme, et vous allez vers la blessure parce que vous ne stimulez plus assez votre organisme. Oui, vous courez régulièrement 10 km 2 fois par semaine, ça c'est très bien pour plein de raisons. Mais si vous voulez aller un peu plus loin dans la prévention, sachez assez rapidement que c'est bien de varier les plaisirs. Okay, on évite la monotonie. Et donc, c'est là où on va découvrir l'entraînement. Qu'est-ce qu'est l'entraînement et comment on fait de l'entraînement? Des fois, on fait des séances de fractionnés courts, rapides, des fois des fractionnés plus longs, des fois on court en côte, des fois on court en descente, des fois on court pépère. Voilà. Après, c'est le but de changer, de modifier, d'alterner. On a parlé de l'alternance au début de la présentation, on est vraiment dedans. Alterner les stimulations de manière à ce que votre entraînement ne soit pas monotone. Si vous vous souvenez du schéma vert où on voyait la montée progressive, si on avait fait un zoom sur cette montée progressive, à l'intérieur de cette montée progressive, il y aurait plein de variations. Le but, c'est de varier pour stimuler votre organisme le plus possible. Donc ça, c'est une notion importante qu'il faut comprendre rapidement. Même si au début, la monotonie, elle est là pour vous aider, c'est important qu'après, vous ayez cette capacité à gérer, pas l'entraînement comme un pro, mais les variations de type d'entraînement. Pour ça, vous avez soit des entraîneurs, soit vous avez des petites applications qui vous permettent de vous accompagner. Et puis, il ne faut pas hésiter à venir chercher des gens comme Guillaume dans notre structure ou dans d'autres structures pour apprendre à faire ça. C'est relativement simple. On en parle dans le livre aussi avec François, de manière très simple pour ne pas vous faire entrer dans des chiffres de VMA, de VO2 max, de trucs un peu plus compliqués. Mais déjà avoir une notion de ce que peut être l'entraînement et des différents entraînements qui sont à votre disponibilité, qui sont à votre disposition, de façon assez facile. Se pose aussi la question de la technique de course. On a parlé de l'entraînement, on a parlé de la mise en place de toute cette option-là, et puis il y a la technique de course quand même derrière. On a dit pour votre structure, il y a des exercices, mais est-ce que je cours bien ou est-ce que je cours pas bien? Est-ce que c'est responsable de ma pathologie ou pas? Ça, c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de foule universelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, nous, vous apprendre une technique de course qui vous permettrait de moins vous blesser que d'autres. Ça, on ne sait pas faire. Nous, on ne sait pas faire, mais la science ne sait pas faire. Ce qu'on sait faire, nous, c'est gérer votre technique de course, potentiellement la modifier. C'est ce qu'on appelle le gait retraining, c'est la modification de la technique de course chez quelqu'un qui va nous servir, on l'a vu précédemment, à déplacer la charge. C'est-à-dire c'est la répartition de la charge pendant la course à pied qu'on est capable de moduler. Ça, on sait faire par contre, parce que ça, on a des papiers scientifiques qui nous expliquent comment faire ça. Mais ce serait très prétentieux de notre part de vous dire, si vous venez chez nous, on vous apprendra à courir pour pas que vous vous blessiez, parce que ça ne marche pas. En fonction des techniques de course, on peut varier les types de blessures éventuellement, mais on ne peut pas vous permettre de ne pas vous blesser. Parce que la blessure, on vient de le voir, elle vient de l'entraînement, de la monotonie, de votre environnement, de comment vous êtes quand vous allez courir, potentiellement de la technicité, des chaussures, pourquoi pas, d'autres choses. Peut-être aussi de votre technique de course, plutôt rarement. En tout cas, ce qu'on sait faire, c'est modifier la course, mais vous attendez pas qu'on vous apprenne à courir d'une façon de ne pas vous blesser, parce que la blessure, elle vient de plein d'autres choses que la technique de course. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes. C'est comme la chaussure, même principe. La chaussure en course à pied, elle est un peu désacralisée aujourd'hui parce qu'on s'attendait toujours à ce que la chaussure nous sauve de tous les maux de la course à pied. Bon, on a compris que ce n'était pas tout à fait le cas. Par contre, c'est une notion importante pour quelqu'un qui débute
de comprendre un petit peu comment choisir sa chaussure, quelle chaussure et quelle chaussure choisir, pardon, dans le bon sens, et puis comment on peut s'orienter là-dessus. Il y a un autre biais cognitif qui est très répandu dans le monde de la course à pied et de la chaussure, c'est l'argument d'ignorance, on appelle ça l'argument de l'ignorance. C'est-à-dire d'affirmer des choses sans vraiment savoir. On a, par exemple, aujourd'hui beaucoup parlé des chaussures minimalistes. Et avec ce sophisme qu'on appelle le sophisme de l'appel à la nature. On appelle ça comme ça, c'est-à-dire de se dire, plus ma chaussure est naturelle ou plus ma chaussure me permet de courir naturellement, mieux c'est, puisque je suis formé pour ça. Donc, ça veut dire aussi que mes chaussures, si elles ne me permettent pas de courir de façon naturelle, ce qui est le cas des grosses chaussures, en tout cas c'est ce qu'on se dit, donc les grosses chaussures, elles sont pourvoyeuses de blessures. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est un biais cognitif, c'est un argument d'ignorance, parce qu'on n'est pas du tout sûr que courir en chaussures minimalistes, en tout cas, on est plutôt assez sûr que courir en chaussures minimalistes peut aider certaines choses, mais ce n'est pas parce qu'on court plus naturellement qu'on se blesse moins. On se blesse différemment, mais pas forcément moins. Donc, il faut faire très attention à ça. Ce n'est pas les mêmes blessures et les mêmes contraintes. Et donc, dans des chaussures plus traditionnelles, on n'est pas sûr non plus, parce qu'elles ne sont pas naturelles ou moins naturelles, qu'elles blessent plus que les autres. La science a beaucoup de mal à faire la relation aujourd'hui entre le type de chaussures et les blessures et le taux de blessure. Et donc, on est passé d'une vision très maximaliste, avec des grosses chaussures, avec plein d'outils dedans, plein de matériel, à une vision beaucoup plus minimaliste il y a quelques temps, avec des chaussures beaucoup plus légères. Et puis aujourd'hui, on est revenu à quelque chose d'un peu plus central, grâce à des gens comme Joseph Hamid, qui sont des grands chercheurs en biomécanique, qui nous expliquent un petit peu les aspects positifs et négatifs de chaque type d'orientation de chaussures, qui ont tous les deux des avantages, et puis tous les deux des avantages. Alors, ça ne vous aide pas beaucoup à choisir vos chaussures. Ah non, il y a tel marketing en plus. Voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose que débrouillez-vous tout seul. À quelque chose près. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. On place notre discours, en tout cas, c'est le discours qu'on a avec François ici, sur ce qu'on appelle l'evidence best practice. L'evidence best practice, c'est ce qu'on fait nous en physio tout le temps, c'est-à-dire comment on organise nos traitements à nous et sur quoi on va baser nos traitements. La science, aujourd'hui, elle est assez claire. Il y a un triptyque qui est important à prendre en compte. En choix de chaussures, c'est pareil. La première chose, c'est la recherche. La recherche nous apprend plein de choses sur comment choisir sa chaussure, plein de choses qui parfois sont contradictoires, donc il faut avoir une vision d'ensemble. Ça, c'est ce qu'on fait nous ici, dans l'expertise, de manière à pouvoir vous aider et vous accompagner. Et puis, il y a votre ressenti de patient. Le patient, c'est important. Votre ressenti, votre choix de chaussure va être important et ça rentre en compte dans la façon de choisir une chaussure sans se tromper. Et puis, bien sûr, il y a l'expertise du vendeur. L'expertise du vendeur, elle est importante parce que c'est eux qui connaissent plus les chaussures et qui connaissent grosso modo toutes les chaussures. Mais si on prend que le vendeur, on peut se tromper. Si on prend que le coureur, on peut se tromper. Si on prend que la science, on se trompe parce qu'on ne comprend plus rien au bout d'un moment. C'est l'ensemble des trois qui va faire qu'à un moment donné, on pourra choisir une chaussure qui vous va bien. Et puis, la science, grosso modo, qu'est-ce qu'elle dit pour faire un résumé assez court de tout ça? Quand vous choisissez une chaussure, il y a deux notions importantes. Il y a la notion de confort. La première notion pour choisir une chaussure, c'est d'être confortable dedans. La science dit qu'on se blesse moins quand on choisit une chaussure qui vous est confortable. Ça, c'est prouvé. La deuxième chose, c'est la capacité de votre chaussure à ne pas vous imposer trop de contraintes. Donc, plus, grosso modo, votre chaussure, elle est souple et peu contraignante, moins vous avez de chances de vous blesser. Maintenant, dans tout ça, il y a des gens qui aiment les chaussures très minimalistes et très, très souples. Puis il y a des gens qui aiment les chaussures un peu moins souples et un peu plus rigides. Donc, on a tout un panel de choix. Ce qu'on pense aujourd'hui, c'est qu'il faut éviter les deux extrêmes. Courir pieds nus, c'est bien, mais c'est dangereux. Donc, ça a des vertus intéressantes, mais ça peut être aussi dangereux parce que ça amène des blessures. Courir en chaussures maximalistes, ça peut amener des blessures aussi parce qu'elles sont très contraignantes et ça peut être des mauvaises chaussures qui peuvent vous blesser. Mais la bonne chaussure à vous, c'est celle qui vous est confortable, qui vous permet de courir comme vous le souhaitez et puis qui ne vous blesse pas.